Vendredi 2 septembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Énergie, Moscou se rétracte et annonce la suspension du transit de Nord Stream. Le G7 décide du plafonnement du prix de pétrole russe. On fait le point dans un instant. Mali, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, en visite. Il a transmis un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au chef de l'État malien, Assimi Goïta. En Russie, Moscou et Pékin organisent des manœuvres conjointes. Des milliers de soldats de plusieurs pays, dont la Chine ou encore l'Inde, réunis pour des manœuvres militaires baptisées Vostok 2022. L'Algérie prendra également part à ces manœuvres. Afghanistan, au moins 47 morts dans une nouvelle explosion d'une mosquée à Herat. Pour l'heure, aucune partie n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attentat suicide. Nous le disions en titre, à peine la réouverture des vannes annoncée par la Russie du gazoduc Nord Stream, qu'aussitôt Moscou décide de suspendre à nouveau ses livraisons vers l'Europe. Cette nouvelle interruption intervient suite aux mesures prises par le G7 de plafonner les prix du pétrole et du gaz russe. Gazprom avait annoncé la reprise de ses livraisons prévues pour demain avant de se rétracter. Et le G7 réuni en virtuel décide de prendre des décisions urgentes consistant en premier lieu à un plafonnement du prix du pétrole russe. Ils cherchent à former une large coalition de pays pour y prendre part. Une décision qui a fait rager Moscou, qui décide donc de suspendre son transit de Nord Stream alors qu'elle avait quelques heures seulement avant annoncé reprendre ses livraisons. Leïla Gertal. Le G7 au chevet du monde contre la Russie. Le salut du monde occidental passe par la pression exercée sur la Russie. Quels sont les moyens encore non exploités pour faire plier Poutine? C'est de cela qu'il s'agit pour les membres du G7 réunis aujourd'hui à Washington, mettre urgemment en œuvre un plafonnement du prix du pétrole russe et encourager une large coalition de pays à y participer, dans une déclaration bien sûr rendue publique ce vendredi. La décision a été finalisée lors du sommet virtuel des ministres des Finances des 7 pays les plus industrialisés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. Le plafonnement des prix, dira le G7, est spécifiquement conçu pour réduire les revenus de la Russie et sa capacité à financer son intervention en Ukraine tout en limitant son impact dans le monde, en particulier les pays à faible revenu, explique le G7 dans sa déclaration, selon Nadine Zahawi, chancelier du Royaume-Uni. La raison principale de ma présence aux États-Unis est que nous voulons arriver à un plafonnement du prix de pétrole. Et j'espère que nous serons en mesure d'obtenir une déclaration qui nous permettra d'avancer à un rythme soutenu pour atteindre ce plafonnement du prix de pétrole. Les dirigeants du G7 sous l'impulsion de Washington avaient lancé fin juin déjà des travaux visant à élaborer les mécanismes de ce plafonnement qui aujourd'hui se dévoilent. Le plafonnement s'appuie sur une interdiction pour les assureurs et réassureurs de couvrir le transport maritime de pétrole russe. Tout pays qui ne respecte pas les mesures prises par ou dans ce plafonnement serait susceptible de sanctions, histoire de resserrer les taux sur les partenaires de la Russie et leur couper l'herbe sous les pieds. Dans cet objectif, le G7 invite tous les pays à donner leur conception du plafonnement afin d'établir une large coalition permettant de maximiser les effets des mesures. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain. Le plafonnement des prix fera progresser nos 2 objectifs clés. Le premier, bien sûr, est de réduire les revenus dont Poutine a besoin pour continuer à mener sa guerre d'agression. Et le second est de maintenir un approvisionnement fiable en pétrole sur le marché mondial et d'exercer une pression à la baisse sur le prix de l'énergie pour les habitants des États-Unis, du Royaume-Uni et du monde entier.
L'enjeu est de rallier le plus de pays possible car le plafonnement des prix ne fonctionnera que si tous les grands pays acheteurs y participent, soulignent les experts qui pointent notamment le rôle de la Chine et de l'Inde. Conflit en Ukraine, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a exprimé sa volonté d'établir une mission permanente de l'AIEA sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky insiste sur la nécessité de démilitariser la zone nucléaire. Le point avec Amin Touta. Après le déplacement, l'heure est à l'inspection et l'évaluation à la centrale de Zaporijia pour la mission de l'AIEA. Le numéro 1 de l'agence onusienne, Raphaël Grossi, a indiqué que beaucoup de travail reste à faire avec le souhait d'instaurer une équipe permanente sur place. Nous terminons notre visite tant attendue de la centrale nucléaire de Zaporijia. Je viens d'effectuer un premier tour des zones clés que nous voulions voir lors de cette première approche de l'ensemble de l'installation. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Mon équipe reste sur place et surtout, nous établissons une présence continue de l'AIEA ici. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à démilitariser la zone nucléaire tout en espérant que la mission de l'AIEA parvienne à des conclusions objectives. La démilitarisation du territoire de la centrale est l'objectif des efforts ukrainiens et internationaux. Et il est regrettable que nous n'ayons pas encore entendu les messages appropriés de la part de l'AIEA, bien que nous en ayons parlé avec M. Grossi lors de notre dernière rencontre à Kiev. C'était le point de sécurité essentiel de nos accords. Il a été clairement exposé. Démilitarisation et contrôle total par nos travailleurs du nucléaire. Au risque de fuite radioactive et d'une éventuelle catastrophe nucléaire, les deux parties belligérantes échangent des accusations d'entrave à la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la centrale, ce qui suscite une inquiétude permanente de la communauté internationale. Kiev reproche à Moscou d'utiliser la zone comme un site de tir, tandis que la défense russe a accusé les militaires ukrainiens de perturber le travail de la mission de l'AIEA. En visite au Mali depuis hier jeudi, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a transmis au chef de l'État malien, Assimi Goïta, un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur les relations historiques de bon voisinage, de coopération et de solidarité entre les deux pays frères. Lamamra a profité de l'occasion pour informer le président du Mali des résultats de la 18e session du comité stratégique bilatéral tenue sous la présidence des chefs diplomatiques des deux pays. Et cela a permis d'aborder un large éventail de questions d'intérêt commun dans le but de renforcer le rapprochement stratégique entre l'Algérie et le Mali. Et nous disions donc le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra qui a tenu une réunion de concertation avec les représentants des mouvements signataires de l'accord de paix et de la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Tininen Makassi. À Bamako, pour 3 jours, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a tenu hier jeudi une réunion de concertation avec les représentants des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Une rencontre qui intervient à la veille de la tenue de la 6e session de haut niveau du comité de suivi et de la mise en œuvre du dit accord, fait ensuite également à la 18e session du comité bilatéral. Dont les travaux se veulent un prolongement de la visite à Alger du ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop, qui ont permis aux deux parties de passer en revue le large éventail de sujets d'intérêt commun, ayant trait au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Et également à travers une sollicitation de l'ensemble des mécanismes et structures créées par nos deux pays pour pouvoir présider à un développement soutenu, à un développement ambitieux du partenariat entre nos deux pays qui ont tout intérêt à travailler la main dans la main dans un monde où l'intégration est la clé. Par ailleurs, Ramtan Lamamra a également été reçu ce vendredi en audience par le président de la transition, Assimi Goïta.
Dans le même état d'esprit, les Maliens organiseront à la mi-septembre une semaine de réconciliation nationale, dont l'objectif est de consacrer non seulement les accords d'Alger, mais aussi le vivre ensemble au Mali. En Angola, les résultats du scrutin législatif contesté par le leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, Adalberto Costa Junior, déclare que l'opposition ne reconnaît pas les résultats définitifs car ils ne reflètent pas la vérité électorale selon lui. Les observateurs étrangers ont fait part la semaine dernière de préoccupations à propos notamment des listes électorales. L'opposition avait déjà contesté des résultats préliminaires publiés la semaine dernière qui donnaient également le MPLA vainqueur. Le 24 août, le peuple a voté pour le changement. C'est pourquoi l'UNITA et ses partenaires du Front patriotique uni ne reconnaissent pas les résultats définitifs publiés cette semaine par la Commission électorale nationale, car ils ne reflètent pas la vérité électorale. N'hésitez pas à confronter les registres en votre possession avec les copies des registres en possession des partis politiques. Je le réaffirme, le MPLA n'a pas gagné les élections du 24 août dernier. Et au Tchad, des dizaines de partisans du parti politique Les Transformateurs interpellés par la police, 84 militants, dont 12 femmes au total interpellés pour troubles à l'ordre public et rassemblements non autorisés dans la ville de N'Djamena. Dans un communiqué, vendredi soir, le parti Les Transformateurs a annoncé qu'il suit de près l'arrestation brutale et injuste de ses militants, exigeant leur libération immédiate et sans condition. Le parti annonce la suspension de toute négociation avec le comité ad hoc du dialogue national inclusif. Et en Russie, des manœuvres militaires baptisées Vostok 2022 réuniront des milliers de soldats de plusieurs pays, dont la Chine ou encore l'Inde, pour la première fois. Et l'Algérie prendra également part à ces manœuvres qui vont se dérouler du 1er au 7 septembre. Il faut le noter, ces exercices surviennent dans une conjoncture internationale marquée par un conflit de haute tension en Ukraine et une crise aiguë autour de Taïwan. Sofiane Baroudi. Des exercices militaires de grande ampleur se déroulent en Russie jusqu'au 7 septembre prochain, regroupant des dizaines de milliers de soldats de plusieurs pays alliés ou amis de la Russie, à l'instar de la Biélorussie, de la Syrie ou encore de la Chine. Ces manœuvres sont les secondes cette année à réunir les armées chinoises et russes. Les deux formations avaient mené en mai dernier des exercices maritimes et aériens conjoints au large du Japon et de la Corée du Sud. Dans une conjoncture internationale marquée par un conflit de haute intensité en Ukraine et une reconfiguration profonde de l'échiquier géopolitique global, mais également caractérisée par une montée des tensions dans la zone Asie-Pacifique, dont un des indices est l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Cette nouvelle configuration se définit aussi à la lumière de la crise diplomatique aiguë qui a succédé à la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan. À ce propos, l'objectif est de tester et d'améliorer la coordination stratégique et la confiance entre les forces armées des deux pays. C'est ce qu'assure Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense. Certains observateurs indiquent l'émergence d'un front faisant face à l'hégémonie occidentale, ce qui paraît aujourd'hui être entériné. Il y a aussi l'horizon d'une alliance militaire opposée à l'OTAN, corollaire de la volonté affichée par Moscou, Pékin et d'autres puissances à construire un monde multipolaire. Dans ce sillage, la participation de l'Inde à cet exercice est également un indice du renforcement du cadre multilatéral que constitue l'Organisation pour la coopération de Shanghai, OCS. L'armée nationale populaire algérienne prendra également part à cet exercice militaire, qui sera l'occasion pour échanger et partager des expériences avec d'autres formations étrangères, dans l'objectif de perfectionner les capacités opérationnelles et d'optimiser l'accomplissement des missions conjointes. L'AMP sera représentée par une unité combattante des forces terrestres. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale. Enfin, 13 États prendront part à ces manœuvres qui ont été lancées au terrain d'entraînement Sergueïevski par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Et aux États-Unis, le président Joe Biden dénonce l'extrémisme de Donald Trump et de ses partisans. Pour Biden, l'ancien président américain représente un extrémisme qui menace les fondations même de la démocratie américaine.
Il ne fait aucun doute que le Parti républicain d'aujourd'hui est dominé, entraîné et intimidé par Donald Trump et les républicains MAGA. C'est une menace pour ce pays. Les républicains MAGA ne respectent pas la Constitution. Ils ne croient pas à l'état de droit. Ils ne reconnaissent pas la volonté du peuple. Ils ont refusé d'accepter les résultats d'une élection libre. Et au Chili, la population se rend aux urnes ce dimanche pour dire si elle approuve ou rejette le projet de la nouvelle constitution. Cela fait plusieurs semaines que les deux camps mènent une campagne et hier, jeudi, avait lieu leur dernier meeting. Un référendum constitutionnel très disputé donc entre le bloc de Rechazo contre la nouvelle constitution et le camp de l'Apruebo pour la nouvelle constitution. Et en Argentine, un homme a été arrêté hier soir à Buenos Aires après avoir pointé sur son arme à feu chargée sur la vice-présidente Cristina Kirchner quand elle rentrait chez elle. Cet incident est condamné par l'ensemble de la classe politique. Le président argentin Alberto Fernandez déclare dans une allocution télévisée que l'arme pointée sur la vice-présidente n'a pas tiré, bien qu'elle ait été chargée, et qu'un homme est appuyé sur la gâchette. Devant le domicile de la vice-présidente, un homme a pointé une arme en direction de sa tête et a appuyé sur la gâchette. Cristina est toujours en vie, pour une raison qui n'a pas encore été confirmée techniquement. L'arme, qui contenait 5 balles, n'a pas fait feu, bien qu'ayant été déclenchée. Ceci est extrêmement grave. C'est la chose la plus grave qui se soit produite depuis que nous avons restauré notre démocratie. Et en Afghanistan, nouvelle explosion meurtrière dans une mosquée dans le nord-ouest du pays à Herat. Au moins 47 personnes sont mortes, dont l'imam très influent de cette mosquée. Et 84 autres personnes ont été blessées. Pour l'heure, aucune partie n'a encore revendiqué la responsabilité de cet attentat suicide. Au Sri Lanka, retour imminent du président déchu, Gotabaya Rajapaksa. Il devrait mettre fin à son exil en Thaïlande et rentrer sur l'île demain, samedi. L'ancien président a fui l'île le 13 juillet, 4 jours après l'assaut de sa résidence pour des dizaines de milliers de manifestants, exaspérés par des mois de privation. On va en parler avec Gamal Abina, expert en questions internationales qui nous rejoint. Bonsoir Gamal. Bonsoir. Alors on parle de plus en plus du retour donc de Gotabaya Rajapaksa. À quoi rime cette rumeur de retour, Gamal? Alors simplement parce que d'abord il a des problèmes par rapport au pays dans lequel il s'est installé, puisqu'il y avait les 10 visas qui arrivaient à expiration à 30 ou 90 jours. Ensuite, parce qu'il était, je pense, en résidence surveillée et qu'il va peut-être espérer avoir la clémence peut-être de son pays à la faveur de son retour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il reste quand même au pays qu'il a quitté, il reste tout de même des gens qui lui sont favorables, particulièrement au niveau de l'armée. Donc c'est un retour qui était attendu en vérité, puisqu'il est plutôt mal vu, vu la catastrophe économique dans laquelle il a plongé son pays. Et en même temps, il espère à 73 ans peut-être avoir gardé une certaine aura de sympathie par rapport à sa victoire, lui et sa famille, qu'ils ont obtenue face au Tigre de l'Ilan Tamil, qui était effectivement une organisation qui a perpétré beaucoup d'attentats durant une vingtaine d'années. Et il semble qu'il n'y ait pas de réaction à cette annonce. Est-ce que c'est un ballon sonde ou est-ce un vrai retour? Et dans ce cas-là, il revient en tant que quoi? Alors, il reviendra en tant qu'ex-président. Alors, le problème de ce statut d'ex-président, c'est qu'il ne bénéficie évidemment plus du tout de l'immunité due au rang d'un président en exercice. Oui. Et en même temps, il revient parce qu'il espère peut-être, parce que c'est quelqu'un qui a quand même un certain ego, on peut le dire. Hein. C'est quelqu'un qui était nourri de certitude. N'oublions jamais que sa campagne a été portée par les principes de prospérité qu'il avait annoncés tambour battant. Et finalement, des choix économiques extrêmement douteux sur la question, par exemple, du passage de l'économie chimique au bio, puisqu'il voulait faire du bio, du tout bio, sans préparation de la population et des paysans. Le fait qu'il n'ait pas su gérer, la crise du Covid, on ne pouvait pas la gérer, mais surtout l'après-crise, le fait que le pétrole se soit envolé, qu'il n'ait plus les moyens de faire face à ses obligations, les 51 milliards de dettes et l'incapacité chronique, alors qu'il avait demandé 6 milliards
au FMI à pouvoir lever des fonds pour pouvoir au moins assurer le minimum syndical, à savoir l'achat de médicaments, l'achat d'engrais, puisque maintenant il faut revenir aux engrais, et surtout garantir peut-être que la population qui, à 80% d'entre elles, vit quasiment en seuil d'alerte alimentaire, eh bien, tous ces éléments-là font que cet homme, je pense, doit être nourri à la fois d'un certain ego, ça on l'imagine bien quand on est président, et surtout l'idée peut-être qu'il sera pas trop durement jugé. Il espère peut-être, alors évidemment il a été exfiltré le 13 juillet, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui il espère peut-être, puisqu'il est très mal vu par tout le monde, peut-être obtenir des clémences de jury si jury il y a. Merci Gamal Abina pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes expert en questions internationales. Et dans le reste de l'actualité, en Irak, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les parties irakiennes à faire preuve de retenue et à entamer le dialogue. Dans une déclaration relayée par des médias irakiens, les membres du Conseil de sécurité ont condamné les violences survenues en Irak les 29 et 30 août et ont exprimé leur profonde inquiétude face aux informations faisant état de victimes, de blessés. Et alors que l'Iran et l'Union européenne ont exprimé leur optimisme quant à l'aboutissement de l'accord sur le nucléaire, la réponse américaine au texte iranien est venue contredire les pronostics. Washington estime que le projet proposé par l'Iran n'était pas constructif, remettant au point mort les espérances des différentes parties. Safwan Ben Sabri. Teinté d'un certain enthousiasme les semaines précédentes, l'accord sur le nucléaire iranien semble revenir au point mort. Alors que Téhéran déclarait avoir envoyé une réponse constructive aux États-Unis, Washington a répondu, estimant que le texte n'était pas acceptable en l'état. De façon générale, les intérêts divergent quant à la signature ou non de l'accord. D'un côté, l'Union européenne compte sur l'accord pour pouvoir s'approvisionner en hydrocarbures iraniens. L'Iran se positionne au deuxième rang en termes de réserve mondiale de gaz, une matière première plus prisée que jamais depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Iran représente donc pour l'Europe une alternative de taille au gaz russe. Côté américain, la ligne de conduite est plus dure. Les États-Unis possèdent d'importantes réserves de gaz et de pétrole, dont une partie est exportée vers l'Europe. L'Agence américaine de l'énergie déclare début juillet que les États-Unis sont devenus le premier exportateur de gaz naturel liquéfié au monde depuis le début de la guerre en Ukraine. Washington pourrait donc perdre chance si un accord sur le nucléaire venait à être signé, permettant à l'Iran de revenir sur le marché de l'énergie, ce qui pousserait à la baisse les cours des hydrocarbures. L'offensive russe sur l'Ukraine, en plus d'éventuellement diviser les rangs au sein de l'Union européenne, pourrait à long terme engendrer une divergence profonde entre les États-Unis et l'Europe. En Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi a été condamnée à une peine de 3 ans de prison supplémentaire pour fraude électorale. Le tribunal l'a reconnue coupable de fraude lors des législatives de novembre 2020 que son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, a largement remporté. Au total, l'ex-chef d'État doit purger 20 années de détention. On va parler santé. En Chine, des millions d'habitants confinés à Chengdu, l'une des plus grandes villes du pays. Après un rebond épidémique limité en nombre, mais qui touche désormais une grande partie des provinces du pays. On dénombre 150 nouveaux cas positifs au Covid pour une ville de 21 millions d'habitants. Et à ce sujet, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert au vaccin adapté au variant Omicron. Inès Lorlaïb. La Chine reconfine des millions d'habitants dans la ville de Chengdu. Le pays continue de suivre une stricte stratégie sanitaire, dite zéro Covid, en dépit d'un nombre de contaminations très inférieur au reste du monde. Cette politique se traduit par des confinements dès l'apparition de cas positifs, des tests PCR quasi obligatoires toutes les 72, 48 voire 24 heures, des placements en quarantaine et par la fermeture d'usines et d'entreprises. Les autorités ont lancé un dépistage général de la population et ordonnent depuis jeudi aux habitants de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. À ce propos, l'Agence européenne des médicaments recommande à la Commission européenne d'autoriser les 2 premiers vaccins adaptés au variant Omicron, celui de Pfizer et de Moderna. Ces vaccins sont destinés aux personnes âgées de plus de 12 ans qui ont déjà reçu une première vaccination contre le Covid-19. Il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir une toute nouvelle variante émergente que nous ne sommes pas en mesure de prédire aujourd'hui. Par conséquent, la stratégie de l'Union européenne consiste à disposer de larges gammes de vaccins mises à jour afin que les États membres disposent d'une pluralité d'options.
pour répondre à leurs besoins lorsqu'ils conçoivent leur stratégie de vaccination. Il s'agit de vaccins dits bivalents, c'est-à-dire qu'ils immunisent contre le virus initial et le virus Omicron. Les vaccins bivalents seront administrés au minimum après 2 doses, voire 3, mais les personnes qui n'ont encore jamais été vaccinées et qui le souhaiteraient le seront actuellement par le vaccin initial, qui sera ensuite boosté avec un vaccin adapté. On va parler sport, football, mercato. L'international algérien Adamounès s'est engagé aux dernières heures du mercato en faveur de Lille. Le montant du transfert est de 2 500 000 €. L'ex-joueur de Napoli a porté les nouvelles couleurs au cours d'une première séance d'entraînement à Lucien. Adamounès évoluera aux côtés de son compatriote en sélection Hakim Zedatka. Contacté par Salah Faisal, le journaliste Timothée Maïmon nous en parle. On écoute. Oui, effectivement, l'arrivée d'Adamounès à Lille, c'est un peu une surprise, c'est un petit peu un coup de dernière minute dans ce mercato. En fait, Lille attendait Ludovic Blas, comme vous le saviez, pendant longtemps, le joueur de Nantes, le meneur de jeu de Nantes. Donc, il y avait une volonté de recruter un numéro 10. Lille a cherché un joueur du même profil, un créateur. Ils se sont penchés sur Adamounès. Alors, on verra si c'est une bonne idée parce que Adamounès, il avait une trajectoire et une progression assez linéaire à Bordeaux puis à Naples. C'est un bon choix pour lui pour trouver du temps de jeu, pour trouver aussi un projet assez ambitieux parce que Paulo Fonseca est un entraîneur qui veut faire jouer ses équipes, qui veut faire du beau jeu. Ça correspond à la qualité de beaux joueurs et de beaux créateurs de football qu'est Adamounès. Donc je pense que ça peut faire la maille, d'autant qu'il a avec lui des attaquants de bon niveau comme Jonathan David ou Mohamed Bayo. Au regard de son talent intrinsèque, oui, on a l'impression que 2,5 millions, c'est une bonne affaire et que Naples est intelligent puisque Naples a conscience du potentiel d'Adamounès et se dit, bon, s'il explose avec Lille, au moins, on aura 50% de la plus-value faite sur la revente d'Adamounès. C'est la preuve, en fait, que Naples croit en ce joueur, même s'il n'a pas trouvé sa place au Napoli. C'est la preuve que Lille croit en ce joueur. Il reste, pour moi, une donnée essentielle, c'est que le joueur croit en lui-même. Et par moment, au regard de la carrière qu'il a eue, c'est peut-être ce qu'il a pu manquer, avec des hauts et des bas en termes d'efficacité et de régularité dans ses statistiques. Et avant de se quitter, on va vous donner des nouvelles des 2 pandas adultes de Singapour. Ils resteront dans la ville-État après que leur zoo a signé un accord avec les autorités chinoises pour prolonger leur prêt de 10 ans. Kai Kai, 14 ans, et Jia Jia, 13 ans, resteront au parc animalier River Wonders pendant 5 années supplémentaires. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Il suffit de scanner le QR code qui s'affiche juste en bas. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 19h. Bonsoir.